d'après une étude qui est très récente de la Société française de dermatologie, une personne sur 3 en France souffre d'une maladie de la peau. Les femmes seraient un petit peu plus touchées que les hommes, puisqu'on aurait 33% de femmes contre 28% d'hommes. Et le problème, en règle générale, c'est que les causes et les conséquences de ces troubles cutanés sont souvent sous-estimées. Alors, les conséquences, parce que les troubles cutanés vont avoir des répercussions sur la qualité de vie, sur le bien-être social, relationnel, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et finalement, c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à prendre en compte. Et puis les causes aussi, parce qu'elles sont mal connues. Alors, on va en voir pas mal aujourd'hui. Et très souvent, dans le soin et l'application de traitements, eh bien, c'est plutôt une vision symptomatique qui prime. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on a plutôt tendance à rechercher la cause. D'autant plus qu'il est, à mon sens, vraiment important de pouvoir accompagner les personnes qui souffrent de problèmes de peau, parce qu'il y a souvent aussi une détresse derrière. Et le problème de peau va traduire un mal-être à la fois psychologique ou psycho-émotionnel, mais aussi physiologique, qui va être important de considérer quand on souhaite optimiser la santé et le bien-être en général. Alors, on va partir à la découverte de cet organe incroyable qui est la peau et qui n'a pas assez de place dans notre esprit, je pense. C'est vraiment un organe fascinant, en fait. Bon, déjà, c'est l'organe le plus lourd de l'organisme. Donc, la peau pèse 4 kilos environ. Évidemment, ça varie en fonction de la morphologie des individus. Vous pouvez voir un petit peu partout qu'elle s'étale sur une surface de 2 mètres carrés environ, mais pourtant, quand on la développe avec toutes ces annexes, finalement, comme on le fait par exemple avec l'intestin et les villosités, on va arriver à 25 mètres carrés. Donc déjà, on potentialise vraiment la surface de la peau. Et puis, son épaisseur aussi va varier en fonction des zones qu'elle recouvre. Alors, évidemment, on n'aura pas la même épaisseur, par exemple, au niveau de la paupière ou au niveau du talon. Et donc, notre peau, elle est constituée de 3 couches. On va avoir l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Je pourrais sortir mon petit pointeur. Donc, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et puis, on va avoir des annexes aussi, donc notamment le poil, les glandes sébacées qui sont annexées et puis les glandes sudoripares aussi. Alors, l'épiderme. Donc, l'épiderme, il est constitué de plusieurs couches et de plusieurs sortes de cellules qui forment une couverture solide. Parce qu'en fait, ces cellules sont reliées entre elles par des desmosomes qui sont donc reliés par des filaments de kératine. Alors, ce sont les petits points noirs là qu'on voit ici qui sont schématisés au niveau des cellules. Et on retrouve même parfois des jonctions serrées pour justement restreindre les mouvements de l'eau entre les cellules. Donc, c'est une structure qui est similaire à celle de l'intestin. Cette kératine, elle est produite par les cellules les plus nombreuses au niveau de l'épiderme, qui sont les kératinocytes. On en compte environ 80%. Alors, c'est un tissu qui n'est pas vascularisé et en fait, les cellules vont se nourrir par diffusion vraiment à partir des réseaux vasculaires donc du derme. Et les cellules jeunes qui se trouvent au niveau de la couche basale vont remonter à la surface. Elles vont être comme, finalement, les cellules les plus anciennes vont être comme repoussées vers la sortie jusqu'à finalement se détacher sous forme de squame, ce qui fait que notre épiderme va se renouveler entièrement tous les 21 à 28 jours. On estime qu'on perd environ 18 kilos de ces pellicules, donc c'est quand même aussi un renouvellement qui est important. Et donc, quand le kératinocyte meurt, il ne reste plus qu'une enveloppe qui est remplie de kératine et ce qui va rendre notre peau presque imperméable. C'est ce qui va lui permettre aussi de nous protéger des fuites d'eau, des fuites de protéines. Et le problème, par exemple, quand on est brûlé, gravement brûlé, c'est que justement, cette couche est agressée et mise à mal, elle est même détruite, et ce qui fait qu'on va avoir une déshydratation importante avec aussi une fuite de protéines. Donc, cette couche, elle rend aussi la peau résistante à un pH supérieur à 5, puisque finalement, le film aussi au niveau de la peau est situé entre 5,4 et 5,9. Et puis, elle la rend aussi résistante aux enzymes bactériennes, aux toxines, etc. Et dans les profondeurs de l'épiderme, on trouve aussi d'autres types de cellules, les mélanocytes, qui vont sécréter la mélanine. Alors, en fait, c'est le type et la quantité de mélanine qui va déterminer notre couleur de peau. Une personne blanche ou une personne noire a exactement le même nombre de mélanocytes, mais
ces cellules ne vont pas produire exactement la même quantité de mélanine ni la même teinte non plus. Donc la couleur de peau, elle va être déterminée par la génétique, évidemment, mais aussi par l'exposition aux rayons UV du soleil, puisque la peau va se protéger en bronzant. En fait, les kératinocytes, ils vont prendre les pigments de mélanine et puis ils vont les placer devant le noyau qui est sur le côté qui est face au soleil, comme si voilà, ils faisaient un petit peu des petits parasols pour protéger le noyau des modifications nucléaires et d'ADN qui peuvent être produites par l'exposition au soleil. Et justement, l'exposition excessive au soleil, et notamment dans l'enfance, c'est la principale cause des cancers de la peau. Donc vraiment, attention à la mode du bronzage, surtout quand cette exposition a eu lieu dans l'enfance. Et donc, notre épiderme, il est aussi recouvert d'un film hydrolipidique qui est un mélange de sueur et de sébum où vont venir proliférer de nombreuses espèces microbiennes. Donc, ce sont ces bactéries aussi qui sont responsables de notre odeur. Et comme vous le savez déjà, l'odeur de chacun est unique puisque notre unité microbiotique, notre identité à ce niveau est unique aussi. Alors, le derme. Donc, le derme, c'est la couche qui est située en dessous de l'épiderme et qui va être très bien séparée de cette couche-là par une couche basale qu'on appelle aussi la papille du derme et qui forme d'ailleurs les empreintes digitales. Cette couche basale au niveau des doigts va être plus contrastée au niveau du relief et c'est ce qui va former donc les empreintes digitales. Donc, le derme, eh bien, c'est une couche qui est très épaisse, qui est faite de tissus conjonctifs, où vont donc s'entremêler des fibres de collagène qui vont lui conférer sa solidité et des fibres d'élastine qui vont lui donner son élasticité. Les fibres de collagène, elles vont avoir la capacité de fixer l'eau pour maintenir la peau bien hydratée. Et donc, le derme, il contient tout un tas de choses, dont des vaisseaux lymphatiques, des vaisseaux sanguins, évidemment, des récepteurs sensoriels, des fibres nerveuses, des cellules immunitaires, les glandes qu'on a vues tout à l'heure, hein, les glandes sudoripares, les glandes sébacées, et puis le follicule pileux. Alors, les glandes sudoripares, un petit mot aussi sur ces glandes qui sont très importantes pour nous en naturopathie, parce qu'en fait, ce sont de véritables petits néphrons. Pour rappel, le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Au niveau de la peau, on en compte plus de 2 millions, donc c'est énorme, et qui vont, elles aussi, filtrer le sang. Elles sont entourées de fibres nerveuses qui proviennent du système neurovégétatif et qui vont réguler directement la production de sueur. Donc en naturopathie, c'est un émonctoire, c'est une glande qu'on stimule par la sudation, évidemment, pour justement aider à la filtration du sang. Et d'ailleurs, alors il y a eu des études qui ont été faites, mêlant de pauvres bêtes, mais les résultats de ces études ont montré que quand on bouche les pores des glandes sudoripares, on provoque ou on aggrave les insuffisances rénales. Donc c'est vraiment une glande qui est importante dans la gestion des déchets qu'on retrouve dans le sang. Les glandes sébacées vont, elles, produire du sébum. Alors, elles ne sont pas reliées au système nerveux autonome, mais elles sont plutôt reliées au système hormonal et elles vont être très réceptives aux hormones sexuelles. Le sébum, on va le voir tout à l'heure, mais juste un petit mot déjà pour le côté pédagogique. Le sébum, il est constitué de lipides et de débris cellulaires. Il va adoucir la peau, l'assouplir, lubrifier le poil aussi, et il participe à la première ligne de défense antimicrobienne. Donc, la glande sébacée, elle est associée au poil, au niveau du follicule pilosébacé. Et par exemple, le problème de l'épilation, c'est qu'on vient arracher le poil, ça peut venir coaguler la matrice. Ça peut aussi venir arracher la glande qui est située au niveau de ce follicule pilosébacé, pardon, et ce qui fait que la peau peut devenir très sèche au cours des épilations répétées. Ça peut être un problème chez les femmes notamment. Hop, je suis partie un petit peu vite, je crois. Il me restait une petite chose à dire. La petite chose à dire, c'était pour l'hypoderme. Je me suis dit, oui, je pourrais vous mettre un petit mot. Alors, l'hypoderme, il ne fait pas à proprement partie
à proprement parler partie de la peau. C'est un tissu sous-cutané qu'on appelle aussi les fascias, qui a pour rôle d'emmagasiner les graisses et puis d'envelopper parfaitement les muscles et les organes en épousant très bien leur forme. Donc, c'est un tissu protecteur du froid, des chocs, etc. Et c'est aussi une réserve de graisse importante qui va permettre, notamment pour les femmes, de transformer en partie les hormones féminines, qui peut être d'ailleurs un allié de taille lors de la ménopause. Bon. Alors, les différents rôles de la peau, bon, il y en a plusieurs. Évidemment, la peau a un rôle, dis-nous, aujourd'hui, ça va être compliqué, un rôle de barrière et de protection, donc au niveau physique. Et un petit mot aussi sur l'activité antivirale, parce qu'il faut savoir qu'un virus ne va pouvoir entrer dans une cellule que si elle est vivante. Et comme la couche cornée est constituée de cellules mortes, eh bien, la peau nous protège aussi naturellement contre les virus, puisqu'ils ne peuvent pas, à ce moment-là, pénétrer dans la peau, sauf en cas de lésion, bien évidemment. Et en plus de synthétiser la vitamine D, la peau va aussi sécréter des endorphines, et c'est par leur intermédiaire, d'ailleurs, que le toucher ou le massage peut nous apporter un sentiment de bien-être et nous régénérer en profondeur. La peau, c'est aussi un organe qui est sensible à l'alternance du jour et de la nuit, et qui sécrète également de la mélatonine. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on nous recommande, pour éviter les jet lag, de s'exposer aussi au soleil pour donner cette information à la peau. En tout cas, quand c'est possible, évidemment. Alors, là, on va rentrer dans les choses sérieuses. La peau et l'intestin. Des caractéristiques communes. Alors, déjà, pour refaire un petit rappel que vous connaissez sans doute, on a 10 puissance 13 cellules dans notre organisme. On estime qu'on a environ 10 puissance 14 micro-organismes dans l'intestin et on aurait 10 puissance 12 micro-organismes qui constituent notre microbiote cutané. Non, si on est vraiment plus bactérien qu'humain, si on avait encore un doute. Donc, tout comme le microbiote intestinal, notre microbiote cutané évolue à travers les âges. Il va varier aussi en fonction des zones de la peau, donc les zones plutôt séboréiques, les zones humides ou bien les zones sèches. Un autre point commun, donc les jonctions. La surface de l'intestin et de la peau, elles sont recouvertes de cellules qui sont directement en contact avec le monde extérieur. Elles agissent en première ligne de défense pour prévenir l'entrée des micro-organismes ou des toxines ou tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, elles sont reliées entre elles par des desmosomes et des jonctions serrées. Vous pouvez le voir dans le schéma, il y a vraiment une proximité finalement anatomique. Et quand on parle de proximité anatomique, très souvent, on parle de proximité physiologique aussi. La communication. Alors, la peau et l'intestin, ce sont des organes qui communiquent beaucoup. Un peu comme moi, qui parle, ils n'arrêtent pas. Ils communiquent beaucoup avec l'organisme parce qu'ils sont aussi richement innervés et vascularisés. La peau, c'est un organe qui est extrêmement sensitif, qui est très complexe. Sur chaque centimètre de peau, donc on pourrait dire que c'est l'équivalent de la pulpe d'un doigt, à peu près centimètre carré, je parle de peau, on va avoir 500 000 cellules environ qui vont se renouveler sans cesse. On compte environ 70 cm de vaisseaux sanguins mis bout à bout, 55 cm de fibres nerveuses. On compte environ 230 récepteurs sensoriels, des glandes sudoripares, une centaine à peu près, et une quinzaine de glandes sébacées. Donc, c'est vraiment un organe qui joue avec beaucoup, beaucoup d'informations. Comme l'intestin d'ailleurs, qui est richement vascularisé et innervé. C'est pour ça que je les ai mis en parallèle. Et puis, bon, tous les deux ont aussi une fonction hormonale et immunitaire très importante. On va en reparler un petit peu plus en détail. Dans ce schéma, donc, on va voir à gauche, je reprends mon petit truc là. On voit à gauche un intestin sain et une peau d'apparence normale. Au milieu, là, par contre, on va se retrouver avec une dysbiose intestinale et une diminution de la production d'acides gras à courte chaîne. On va avoir une flore déséquilibrée qui produit ici des métabolites qui vont passer dans le sang, avec aussi des endotoxines. Et on se retrouve du coup avec une hyperperméabilité intestinale et une inflammation de bas grade, avec du coup des cytokines pro-inflammatoires qui vont circuler et qui vont provoquer des problèmes au niveau de la peau, en tout cas sur les terrains prédisposés. Donc la dysbiose intestinale va participer à la dysbiose cutanée en rendant la barrière intestinale plus perméable.
Donc, une des pistes qu'on a énoncées ici, c'est l'utilisation de probiotiques qui va permettre de rééquilibrer justement cette vie intestinale, entre guillemets, et par voie de conséquence, de rétablir le microbiote cutané ainsi que la qualité de la peau. Alors, cette illustration, elle représente les mécanismes sous-jacents de l'interaction intestin-peau. Donc, on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, le microbiote, il peut être altéré par les éléments qu'on connaît déjà. On ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est en lien avec le mode de vie, le manque de mastication, la prise de certains médicaments comme les IPP, les antibiotiques, etc., le stress qui va avoir un impact sur le microbiote. Et donc, cette dysbiose, elle va venir diminuer la couche de mucus intestinal, elle va entraîner le passage de microbes ou de divers débris, de protéines, d'endotoxines à travers la barrière intestinale. Elle va aussi avoir un effet sur les neurotransmetteurs dans l'axe intestin-cerveau. Celui-là, on le connaît un petit peu mieux. Mais il y a aussi effectivement cet effet-là qui est à prendre en compte. Et puis, elle va aussi avoir des effets sur l'immunité, puisque l'hyperréactivité des cellules B et la différenciation des cellules T va être plus importante. Et donc, tous ces produits toxiques, les endotoxines, etc., vont traverser le système circulatoire et transformer l'état de la peau, qui est ici saine, en peau dysbiotique. Voilà, on pourrait dire un état dysbiotique de la peau. Et la peau saine, elle va avoir un microbiote qui est équilibré. Elle va avoir une fonctionnalité normale. Elle possède une quantité appropriée de peptides antimicrobiens. Alors que de l'autre côté, eh bien, l'affection de la peau, elle va être induite par cette dysbiose et un mauvais fonctionnement de l'immunité. Et on va y retrouver aussi de trop faibles quantités de peptides antimicrobiens. Alors, plusieurs études aussi ont mis en avant le lien entre la consommation de gluten et les troubles de la peau. Et c'est venu du fait que souvent, eh bien, dans les maladies cœliaques, comme on l'a vu, il y a aussi une apparition de troubles cutanés. Eh bien, on va retrouver le conseil qu'on donne presque systématiquement dans ce type de maladie, à savoir supprimer les sources de gluten, voire même de produits laitiers aussi. Alors, on va passer à un autre axe, l'axe cerveau-peau. J'espère que c'est clair, l'axe intestin-peau déjà. On va rajouter une petite composante, donc avec le stress, le cerveau. Déjà, pour le lien entre ces deux organes, j'ai trouvé intéressant de rappeler que la peau se construit au même moment que notre système nerveux dans notre vie embryonnaire, et tous les deux sont issus des mêmes cellules souches, à savoir l'ectoderme. La peau, c'est un organe qui est richement innervé, on en a parlé avec tous ces récepteurs sensoriels. Alors, je vous ai dit 230 en règle générale, mais au niveau de la pulpe des doigts, par exemple, ou même au niveau des lèvres, ça peut monter jusqu'à 2500 par centimètre carré. Donc, c'est vraiment très richement innervé. Et l'ensemble de la peau contient plus de 800 000 terminaisons nerveuses. Et on a même, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a absolument fascinée, on a même découvert il y a peu que la peau est capable de calcul parce qu'elle ressent la géométrie et elle va faire des calculs en lien avec ses ressentis. Et ces calculs-là vont se produire avant d'arriver au cerveau. C'est un petit peu le même type que l'arc réflexe en fait, où on va avoir finalement une information qui va être générée avant d'arriver au cerveau. Alors, bien évidemment, la peau, elle envoie sans cesse des informations à notre cerveau, elle en reçoit dans le même temps, parce que notre système nerveux central va moduler toutes les fonctions de la peau, ou en tout cas beaucoup, parce qu'on a vu que parfois les glandes sébacées étaient aussi régulées par les hormones. Mais on va avoir les sécrétions de ces glandes, et notamment des glandes sudoripares, la réponse immunitaire, la régulation de la température, etc. Donc, la peau, elle possède tous les récepteurs et aussi tous les équipements enzymatiques qui vont permettre de sécréter ces hormones et ces neurotransmetteurs jusqu'au système nerveux central. Finalement, ça va se répercuter dans tout l'organisme. Et par exemple, alors on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais les kératinocytes et les mélanocytes produisent de la corticolibérine, donc la CRH, de la CTH, donc la corticotrophine, et même du cortisol. Mais ça, on va y revenir. Donc, la peau, elle a vraiment un lien étroit avec notre système nerveux, avec notre état relationnel et psychologique. De fait, Deepak Chopra s'exprime à ce sujet en disant
Lorsque vous dites « je me sens bien dans ma peau », vous ne parlez pas de métaphore, mais littéralement, car votre peau produit les mêmes substances chimiques que votre esprit quand il pense. C'est fantastique. Alors ici, je vous ai mis une petite vidéo, si ça pouvait... Oh, bah dis donc, aujourd'hui, c'est bien difficile. Donc, je vous ai mis une petite vidéo que je trouve absolument extraordinaire. Il ne s'agit pas de neurones, ce sont des chercheurs qui ont observé une activité électrique, pas donc au niveau des neurones, mais au niveau des mélanocytes et des kératinocytes. Donc, il y a une activité électrique qu'on pensait réservée aux neurones et en fait que la peau, que les autres cellules de la peau ont. Donc, ça veut dire vraiment que c'est un organe qui est beaucoup plus complexe que ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors, pourquoi le stress a une répercussion aussi importante sur la peau? Alors déjà, quand on se stresse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sécrète plus de cortisol, on sécrète plus d'adrénaline, de noradrénaline, et en parallèle, notre DHEA, elle diminue. Donc, l'activation des cellules de la peau va conduire à la libération d'encore plus de CRH, ce qui va exacerber les processus inflammatoires, en provoquant des dysfonctionnements de la barrière cutanée, en diminuant la mélanogénèse et en augmentant la perméabilité. Et on peut facilement rentrer dans une auto-inflammation induite par le stress. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai déjà un petit peu préparé, les kératinocytes et les mélanocytes sécrètent la CRH, la CTH et même le cortisol, alors que à la base, entre guillemets, la CRH, donc la corticolibérine, c'est une neurohormone qui est sécrétée par l'hypothalamus et qui vient stimuler la production de la CTH, justement. La CTH, c'est la corticotrophine qui est normalement sécrétée au niveau central aussi par l'antéhypophyse et qui va stimuler la sécrétion de cortisol par les surrénales. Et la peau va même donc sécréter du cortisol qui peut être synthétisé par les kératinocytes et les follicules pilosébacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a l'équivalent de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien dans la peau. Et donc ce schéma aussi le retrace bien. En fait, on voit vraiment que le rôle du stress est double, ça ne va pas que dans un sens. D'un côté, il va favoriser la mise en place de compensation alimentaire, par exemple, donc plutôt tourné vers, j'ai plus mon petit pointeur, plutôt tourné vers le sucre, par exemple. Le stress peut aussi fonctionner, un bon fonctionnement digestif, ce qui va entraîner une dysbiose avec toutes les conséquences qu'on a pu voir. Et puis, il peut aussi venir perturber la synthèse des neuromédiateurs communs, ce qui va amener un processus de vasodilatation, d'inflammation, d'hyperséborrhée au niveau de la peau, de troubles de la pigmentation. Et puis en même temps, eh bien, la peau et l'intestin vont communiquer par l'intermédiaire de cytokines notamment, en fonction des agents qu'ils rencontrent, mais aussi des polluants, des cosmétiques, des toxines, etc. Et sans oublier du coup ce concept finalement de neuroinflammation qui va agir au niveau du système nerveux central et favoriser le stress, la dépression, et on se retrouve encore dans une boucle infernale. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir par petites touches sur chacun de ces domaines pour avoir vraiment un accompagnement efficace et global. On va aborder les solutions naturelles pour toutes ces problématiques de peau. Alors déjà, pour prendre soin de la peau, il faut comprendre ses besoins. Donc la peau, évidemment, elle va avoir besoin d'être nettoyée pour enlever les germes nocifs, la pollution, les poussières, les salissures, tout ce qui vient s'accumuler, surtout dans l'environnement dans lequel on vit. Mais nettoyer, ça ne veut pas dire décaper, ça veut dire, pour, entre guillemets, purifier dans le respect de sa propre flore microbienne, dans le respect de son film hydrolipidique, et donc avec des produits non agressifs. En Ayurveda, ils ont un adage que j'apprécie beaucoup, c'est ne mets pas sur ta peau ce que tu ne mettrais pas sur ta langue. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit mettre normalement sur notre peau, c'est quelque chose qu'on peut manger. Ce n'est que du comestible. Donc, allez regarder vos crèmes, votre maquillage et voyez s'ils répondent à cet adage. Alors, elle a aussi besoin d'hydratation. Donc, l'hydratation, c'est quoi? C'est l'eau, évidemment, mais aussi les acides gras. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on dit toujours, bah, l'hydratation, c'est l'eau et l'huile, en tout cas, et le gras, puisque le gras, c'est la vie. Donc, la peau, elle doit vraiment être hydratée, mais de l'intérieur, surtout, parce que c'est un organe qui est vascularisé. En tout cas, au niveau du derme, évidemment. Mais justement, l'épiderme va se nourrir du derme. Et donc, la peau s'hydrate par voie sanguine.
Alors, ça peut être aussi d'ajouter des apports extérieurs, hein, en apportant des matières qui vont rendre son film plus efficace pour protéger l'épiderme et tout ça. Mais l'hydratation principale, elle va se faire par l'intérieur. Bon, la protection, c'est évident, hein, le soleil, le froid, la pollution, etc. Donc là, c'est pareil, on utilise plutôt des produits adaptés. Généralement, les crèmes minérales, elles sont quand même plus adaptées on pourrait dire, au bien-être cutané. Elles se voient un petit peu plus quand on les utilise, mais en tout cas, elles ont le mérite de ne pas abîmer la peau. Et puis l'élimination, évidemment, puisque la peau, elle doit pouvoir éliminer facilement la chaleur, donc on doit pouvoir transpirer normalement facilement. Elle doit pouvoir éliminer les toxines. Alors tout ce qui est, donc les mucoses, les cristaux, enfin les surcharges, hein, qu'on connaît en naturopathie. Tout ce qui est anti-transpirant, etc., c'est assez catastrophique pour nous. Et le port de vêtements synthétiques très serrés, qui ne laissent pas respirer la peau, qui ne laissent pas non plus place au système lymphatique, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Donc, on va plutôt préférer des vêtements un petit peu plus amples, en coton, en lin, surtout quand il y a des problématiques de peau. Bon, au niveau de l'hygiène de vie, alors, il n'y a pas du tout de lien là, parce que je vois, il y a les flèches. En fait, j'ai juste pas réussi à les enlever. Il y a pas du tout de lien. C'est juste des propositions indépendantes les unes des autres, mais qui cohabitent très bien ensemble. Mais on n'est pas sur un cercle vertueux ou vicieux d'ailleurs. Bref, donc au niveau de la gestion du stress, on peut proposer par exemple la cohérence. L'alimentation hypotoxique, eh bien à ce moment-là, on va veiller à éliminer tout ce qui va surcharger la peau, tout ce qui va générer de l'inflammation ou entretenir l'inflammation, et on va aussi lui apporter ce dont elle a besoin et ce dont les intestins ont besoin aussi. Donc évidemment, on va penser aux oméga-3 avec les petits poissons gras, les huiles riches en oméga-3. On peut partir du principe que très souvent, quand il y a une inflammation de bas grade, il y a de toute façon une carence en oméga-3. Donc on ne se trompe pas trop. Il peut aussi y avoir une carence en oméga-6, donc attention à ne pas les chasser, parce qu'on est tellement préoccupé par cet équilibre oméga-6, oméga-3, que parfois on peut même générer des carences en oméga-6 alors que ce sont des acides gras essentiels. Le tout, c'est de réussir à maintenir un équilibre en apportant les deux. Donc, je vous ai dit les oméga-3. On va aussi retrouver le zinc, par exemple, qui est autant valable pour la peau que pour les intestins, que pour l'immunité aussi. La vitamine D, la vitamine A, d'où l'importance de bien mastiquer pour libérer justement tous ces micronutriments et notamment le bêta-carotène. Si on avale notre carotte toute crue, ben, on va pas pouvoir en bénéficier autant. Il y a énormément de micronutriments qui sont prisonnières des gaines de cellulose, là, des végétaux qu'on ne sait pas digérer si on ne mastique pas. Donc, quand on mastique, on va péter ses membranes, on va disloquer ses membranes et ça va nous permettre d'accéder aux micronutriments. Donc la mastication, elle est aussi très importante pour ça. Et puis évidemment, on va supprimer tout ce qui est pro-inflammatoire et les index glycémiques élevés, les produits laitiers, gluten, etc. Au niveau de la détox, alors c'est super intéressant de proposer une détox puisque la peau, c'est un émonctoire. Donc si, par exemple, la glande sébacée dans l'acné est inflammée, c'est que les capacités de détox du foie sont dépassées. Donc à ce moment-là, ça va sortir par la peau. Au niveau, enfin, ça va dépendre des terrains, mais en tout cas pour les terrains prédisposés. Donc, tout ce qui est lié à la sudation, la respiration de la peau, entre guillemets, ça va être important aussi. Donc, l'hygiène de vie, alors qu'est-ce qu'on va éviter? Eh bien, tout ça. Le stress, les cosmétiques non comestibles, comme je vous ai dit, les produits laitiers et le gluten. On peut au moins commencer par éviter l'un, puis l'autre. On n'est pas obligé non plus de stresser les gens avec nos conseils alimentaires. On négocie tout. Et puis, les aliments à index glycémique élevé. Et puis au niveau, on pourrait dire cure de stabilisation, comme on le dit en naturopathie, c'est-à-dire une fois qu'on a bien travaillé sur le terrain, on peut aussi apporter des compléments de renforcement. Voilà, on est vraiment dans la revitalisation, stabilisation. Alors évidemment, on va avoir le collagène qui permet d'entretenir les tissus conjonctifs. Le Kéraconcept, c'est un mélange de collagène, de kératine, et puis vous avez d'autres éléments aussi qui permettent vraiment de renourrir la peau. Et puis le Kérasoleil. Alors, pour être tout à fait transparente, c'était pas quelque chose qui me parlait trop au début et en fait j'en suis revenue parce que il est hyper intéressant pour tout ce qui est protection de la peau avant le soleil